Bonjour à tous. Oula, c'est fort. Voilà, c'était pour réveiller un peu l'assistance s'il y avait besoin. Alors oui, on me dit qu'il faut mettre sur le menton. Voilà, ça sera mieux. Merci à tous d'être là. On est ravis de vous avoir nombreux aujourd'hui. On va évidemment parler d'IA et d'agentique. Et donc, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir deux grands experts du sujet qui appartiennent à deux groupes emblématiques de l'hospitalité en France, donc Accor et Club Med. Merci beaucoup Nicolas et Siddhartha d'être avec nous. Je vous laisse vous présenter rapidement. Bonjour à tous, merci Julien pour l'invitation. Siddhartha, je travaille au Club Med en tant que Chief Data and AI Officer depuis 3 ans et demi maintenant, en charge de la stratégie data, IA et maintenant évidemment agentique. On ne peut pas parler d'agentique, ça commence à devenir un vrai sujet. Et ça fait 4 ans qu'on a démarré notre transfo data IA, d'abord avec une refonte totale de nos stacks techno, data. Et ensuite, à partir de 2023, avec l'arrivée de ChatGPT, on a vachement accéléré la transformation AI et ensuite agentique. Et maintenant, on est dans un stade de vraiment scale et aussi embarquer un maximum des équipes partout dans le monde dans cette aventure. Super. Bonjour à tous. Donc moi, Nicolas, je suis responsable de l'IA pour le groupe Accor. Alors moi, ça fait que 7 mois que je suis chez Accor, après 13 ans chez Amazon. Et donc, nous, un peu pareil, on va en parler à travers les différentes questions, mais ça fait longtemps qu'Accor travaille sur la partie IA avec l'IA conventionnelle. On a pris de manière forcée aussi le virage à la Gen AI avec les changements de trafic qu'on a vus, qui sont primordiaux pour nous aussi en termes de découverte de nos hôtels à travers les 50 marques qu'on a dans le groupe Accor. Et là, pareil, on va pouvoir parler d'agentique, mais c'est clairement le sujet du moment sur lequel on passe beaucoup de temps. Super, hâte d'entendre tout ça. Et puis de mon côté, je suis Julien Lechat, je travaille chez Meta depuis 7 ans et je suis en charge de l'industrie du travel. Et avant, j'étais pendant 20 ans chez Air France. On va parler un peu de Meta quand même. Donc Meta, c'est évidemment le groupe qui, avec des marques comme Facebook, Instagram, WhatsApp et d'autres. Qu'est-ce que Meta fait sur l'IA? Alors, pas mal de choses finalement. Tout d'abord, quand vous ouvrez votre fil Insta ou Facebook, ce que vous allez voir en grande partie, c'est recommandé par l'IA. Ça permet de faire des contenus qui vont être plus pertinents pour vous, plus personnalisés. Et voilà, de plus en plus, ça guide ce que vous allez voir sur nos plateformes. Deuxième chose, si vous êtes annonceur sur Instagram, sur Facebook, vous allez avoir de plus en plus de fonctionnalités qui vous sont proposées avec l'IA pour automatiser les campagnes, donc vous faire gagner du temps sur les activations et aussi améliorer la performance sur des annonceurs tels que Accor, Club Med qui ont activé ces solutions-là. On va souvent 20 à 30% d'efficacité supplémentaire et aussi du gain de productivité d'activer ces solutions. La troisième chose qu'on fait chez Meta sur l'IA, c'est Meta AI. Donc c'est un assistant IA comme ChatGPT ou autre, que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des plateformes, Instagram, Facebook, WhatsApp, ou aussi sur une app standalone Meta AI, mais que vous pouvez retrouver aussi sur nos lunettes connectées. Donc par exemple les Ray-Ban Meta, c'est des lunettes sur lesquelles vous allez pouvoir, je vous montre en image, ce sera mieux, vous allez pouvoir discuter avec l'IA à travers les lunettes, donc en main libre, et aussi utiliser ce que vous voyez. Donc, vous allez pouvoir demander à l'IA, ce bâtiment que je vois là, qu'est-ce que c'est, quelle est son histoire. Vous allez pouvoir traduire un menu en temps réel avec les lunettes. Vous allez pouvoir même traduire une conversation dans une autre langue qui va s'afficher en sous-titres sur l'écran de les lunettes pour avoir de la traduction simultanée en langue étrangère. Et tout ce qu'on peut faire avec l'IA, mais en main libre et en temps réel avec la vision. On a aujourd'hui, sur l'ensemble des points d'accès, 1 milliard d'utilisateurs de Meta AI dans le monde. Et le dernier sujet où on utilise beaucoup l'IA, et pas vraiment nous, finalement, les annonceurs, c'est à travers des messageries comme WhatsApp. Donc WhatsApp aujourd'hui, c'est 3 milliards d'utilisateurs dans le monde, 50 millions en France. Et de plus en plus de marques vont proposer des agents IA à travers WhatsApp pour répondre à leurs clients, souvent en combinaison avec des agents humains. Voilà, j'ai assez parlé de ce que fait Meta. On est là pour entendre ce que fait Club Med et Accor. Donc Siddhartha, on peut commencer par toi.
tu as déjà un petit peu teasé le sujet, mais quelle est la stratégie de Club Med sur l'IA aujourd'hui? La stratégie de l'IA, elle est évidemment pour renforcer les promesses de la marque. Et dedans, il faut personnaliser l'expérience client, il faut améliorer l'expérience client, parce qu'on est marque premium aujourd'hui, 20 ans de transformation qui est réussi. Ensuite, un sujet d'efficacité opérationnelle, parce qu'on est dans un métier qui est très exigeant. Donc, il faut pouvoir libérer du temps à la plupart des géos, à la plupart des collègues, pour ensuite transformer ce temps dans des vrais contacts humains avec le client, avec les géos, parce que c'est vraiment le cœur de métier, GM et géo. Pour ça, on a travaillé avec vous d'ailleurs, avec Meta pour ce WhatsApp, parce que WhatsApp, c'est un canal de plus en plus plébiscité par nos clients. Un tiers des sollicitations inbound des clients sont aujourd'hui sur WhatsApp, notamment au Brésil, qui est le 12e marché après l'Inde sur l'adoption WhatsApp. Et WhatsApp a plusieurs avantages. C'est une communication asynchrone, donc c'est pas comme le téléphone, on doit être en synchro pendant la communication. Du coup, il y avait deux enjeux sur WhatsApp. Le premier enjeu, c'est comment réduire le délai de réponse dans WhatsApp. Et ensuite, l'autre enjeu, comment personnaliser l'expérience et rendre l'expérience, la conversation avec le client plus fluide, toujours avec la possibilité de discuter avec nos agents qui sont derrière l'écran pour répondre aux clients en permanence, pour les aider à imaginer, rêver, planifier leurs vacances de rêve. Donc, on a mis un agent, il est 2024, au Brésil, un agent IA dans WhatsApp aujourd'hui qui répond sur les infos produits, sur les infos de Resort. Et Resort, c'est un produit qui est très complexe avec plus de 150 critères. Ensuite, il fait des propositions de devis. Parce qu'une fois on a bien étudié le produit, les clients ils demandaient beaucoup de questions sur les prix, sur les détails commerciaux. Donc il répond à ça. Et troisième, souvent les clients ils connaissent pas nos produits, du coup ils demandent des recommandations. Donc aujourd'hui, l'agent ou le système agentique, je dirais, qui est développé avec un orchestrateur qui est en capacité de router des questions de clients vers des différents agents spécialisés. Pour faire des recommandations simples. Mais évidemment, la vraie discussion ensuite, ça passe avec nos Travel Experience Designers. C'est le nom qu'on a donné à nos agents de voyage qui discutent avec eux. Après, il y a évidemment... nous, on a une approche qui est très inclusive. C'est-à-dire il faut que toutes les personnes profitent des compétences en IA et tous les métiers, tous les départements aussi bénéficient des gains potentiels grâce à l'IA. Donc, on a des cas d'usage pour le finance, pour le juridique, pour le commercial, pour le marketing et aussi digital. Parce qu'aujourd'hui, on développe aussi plus en plus avec l'IA. Par exemple, dans mes équipes, les nouvelles équipes, ils n'écrivent plus une ligne de code. En fait, même les produits IA sont développés par IA. Donc, vraiment, c'est exceptionnel. Ravi de partager plus. Merci Siddhartha, j'ai envie de te poser plein de questions, mais on va rester on a 3 heures, ça va. Ouais, non, encore du temps. Rester un peu top line sur la stratégie IA côté Accor maintenant. On va être assez proche. La différence pour Accor, déjà, c'est que on est sur un système asset light, donc la plupart des hôtels sont franchisés ou managés par Accor, mais on va sur un mode franchisé. Et donc nous, on a une stratégie sur 3 grands pôles. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'IA pour nos clients, nos guests. Qu'est-ce qu'on offre aux hôtels en termes de services IA pour améliorer leur performance, à la fois leur performance opérationnelle mais aussi économique. Et qu'est-ce qu'on offre à nos employés dans la même idée de donner des outils pour être plus performants. On va aller très vite parce que je sais qu'on n'a pas énormément de temps, mais sur la partie guest, en fait, pour nous, c'est hyper important déjà d'être là où le trafic est en train d'être changé, c'est-à-dire sur l'arrivée des plateformes LLM. Donc ça fait 1 an qu'on essaye de comprendre comment être un peu plus pertinent sur ces plateformes et être mieux représenté. On a quand même, comme j'ai dit au tout début, plus de 50 marques, donc en plus, c'est assez compliqué de travailler sur... la relevance de toutes ces marques, mais on a pas mal travaillé dessus avec les équipes e-commerce et donc on a un système, donc on parle de GEO maintenant, où on teste toutes les semaines des milliers de queries pour voir comment nos hôtels sont classés. C'est un gros changement pour nous. Il faut imaginer, Google, vous avez 50 résultats, vous pouvez aller cliquer. Quand vous faites une demande de voyage sur ChatGPT, il peut vous donner 5 hôtels.
Donc passer d'être classé dans 30 à être dans le top 5, c'est hyper important pour nous. Et du coup, on a aussi testé qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue expérience conversationnelle. On en parlera peut-être après, mais on a l'app sur ChatGPT qu'on a lancé au tout début de l'année. Et sur les hôtels, on fait beaucoup d'amélioration de la performance en automatisant des tâches. On en est vraiment qu'au tout début. Je pense qu'il y a un vrai potentiel de repenser les process avec la même idée que Club Med. Le contact humain, c'est la clé pour nous dans les hôtels. Et en fait, il y a plein de tâches qui vont à l'encontre de ce contact humain et qui déroutent le staff de pouvoir faire ça. Donc, on essaye de trouver ces tâches et de les automatiser. Ça vient avec des challenges parce que c'est pas si facile que ça en fait d'automatiser les process. Les process sont pas forcément tous bien écrits, bien expliqués, mais on fait pas mal de progrès là-dessus. Et en finale sur les parties employées, on a à la fois notre GPT interne pour s'assurer qu'on ait des outils qui protègent notre propriété intellectuelle. Et on a toute cette partie transformation des métiers dont tu as parlé, mais qu'on fait aussi pour finance, legal, HR. Et l'ensemble de nos fonctions corporate, comment est-ce qu'on peut utiliser la nouvelle vague d'IA agentique et donc au lieu de simplement faire des recommandations, véritablement prendre des actions. Et c'est là où on voit le plus de potentiel pour 2026. Ok, très clair. On va rentrer un peu plus dans le concret. Toujours avec toi, peut-être Nicolas, sur des exemples d'activation que vous faites avec l'IA, donc des exemples très concrets aujourd'hui. On a 2 exemples. Le premier, c'est l'app Accor dans ChatGPT. En fait, c'est intéressant parce que c'est un choix qui remonte avant que j'arrive, donc j'ai aucun crédit à prendre là-dessus, mais on a très rapidement identifié un protocole, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle MCP, qui est un protocole d'échange pour mettre à disposition des outils en fait à des LLM, et on avait travaillé très tôt dessus avec les équipes techniques chez nous. Et il se trouve que en septembre, octobre, OpenAI annonce qu'ils vont créer des apps qui sont basées sur ce protocole. Et donc très rapidement, on a été capable de leur montrer en 2 semaines après leur annonce qu'on avait été capable de faire une app qui est très intéressante parce que ça permet d'utiliser la puissance de ChatGPT tout en maîtrisant l'environnement d'abord, puisque il faut appeler l'application, ce qui est complexe d'un point de vue découverte. Et je pense qu'ils ont plein de choses à revoir dans leur manière de découvrir les apps, de les suggérer. Mais une fois qu'on est dedans, on contrôle d'une certaine façon l'UX. On ne contrôle pas le texte, on en parlait avec Sid juste avant. On ne contrôle pas l'output exact, mais on contrôle au moins ce qui est montré. Et on est capable de dire, voilà les hôtels Accor, et voilà comment on va les présenter. Donc on maîtrise l'UI, comme vous voyez là. Donc nous, on a pris le choix d'avoir à la fois une carte et un carrousel qui s'adapte aussi au device. Mais ça nous permet d'apprendre énormément sur l'utilisation, même si pour l'instant le trafic est assez limité, ne serait-ce que parce que c'est assez difficile de découvrir ces apps. Le deuxième sujet, donc peut-être que tu veux. Ouais. Non, juste, je voulais réagir là-dessus parce qu'effectivement l'expérience elle est super, mais comme tu dis, peu de gens connaissent encore, autant tout le monde utilise ChatGPT, peu de gens connaissent comment on appelle une app et comment on l'utilise. Est-ce que ça va venir ou est-ce que ça sert aussi à autre chose? Faut le demander à OpenAI. On leur demande à peu près toutes les 2 semaines. Mais on a une très bonne relation avec eux et en fait c'est juste que c'est une entreprise qui va très très vite et donc qui lance plein d'idées et qui voit comment ça marche. Nous, ce qu'on sait, c'est que on considère ça comme une façon de mettre à disposition notre portefeuille d'hôtels dans une manière contrôlée. Et donc en fait c'est hyper intéressant pour nous parce que ça nous permet de tester, d'être dans notre propre environnement et de voir les réponses. Et au-delà de l'expérience app, est-ce que cette intégration, elle vous aide aussi à être mieux montrée de manière plus générale dans ChatGPT sur des requêtes un peu générales? Pas encore, mais moi je suis convaincu que ça va arriver. Ils ne nous l'ont pas dit, donc ça c'est ma propre conviction, mais en fait je suis convaincu qu'à un moment il va falloir qu'ils fassent sens de toutes ces apps, et en fait ça va les aider à avoir en fait ces connaissances. Et si on pousse le modèle un peu loin, en fait ça leur permet, s'ils ont suffisamment d'apps, de un peu squeezer les outillés et de dire regardez, moi ça y est, à travers mes apps j'ai un catalogue assez large, donc je vais pouvoir proposer directement les hôtels. On attend 2 choses d'eux: d'une, qu'ils améliorent la découverte, voire qu'ils fassent des recommandations d'app selon l'utilisateur. Et la deuxième chose, c'est le end-to-end, parce que pour l'instant on s'arrête à la découverte et nous on remet vers notre site après pour faire les réservations.
je suis persuadé qu'ils vont passer au end-to-end banking à l'intérieur. Ok, très clair. Bon, on pourra en parler toute la conférence, mais tu évoquais aussi d'autres le deuxième, juste très rapide, et ça va sur WhatsApp, c'est notre propre expérience conversationnelle. Comme j'ai dit, pour nous, c'est vraiment un sujet hyper important parce qu'il y a beaucoup de découvertes qui est faite en ligne et donc on veut aussi offrir le même type de découvertes sur nos plateformes. Et on a commencé en début d'année dernière sur le web en offrant le web chat et WhatsApp. WhatsApp, pour nous, c'est pareil, c'est un canal hyper important. Il y a des pays comme le Brésil, effectivement, où c'est primordial. On le voit aussi comme deux choses. La première, c'est découvrir des hôtels, poser des questions. On a plein de gens qui posent des questions sur le programme de fidélité, sur leur réservation à venir. Et on commence à travailler à l'expérience pendant qu'on est à l'hôtel. C'est-à-dire pouvoir aussi utiliser WhatsApp pendant qu'on est à l'hôtel et pouvoir dire j'ai besoin d'un oreiller en plus ou quelles sont les activités dans l'hôtel, est-ce que vous pouvez me réserver. En gros, faire cette interface avec la possible conciergerie, mais voire même juste avec le staff. Et on voit pas mal de potentiel dessus. Et donc on l'a fait sur l'app et maintenant on l'a fait sur le web et sur WhatsApp. Et maintenant on est en train de développer et on a maintenant en France et au UK une expérience dédiée aussi conversationnelle dans notre propre application All Accor, à la fois iOS et Android. Et on apprend énormément de trucs sur en fait le changement de recherche. On passe d'une recherche très dans l'app, c'était où est-ce que vous allez, combien de personnes et quelle date. Et là, on ouvre un canal où les gens disent je vais aller au soleil. Pour nous, c'est un changement complet de réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire de faire de la recherche, comment est-ce qu'on répond à ces questions, ça veut dire quoi aller au soleil, comment est-ce qu'on prend vraiment... et en fait, on passe dans un mode aussi un peu agentique où on a différents agents spécialisés, mais aussi à une réflexion beaucoup plus en termes d'intention. Il faut d'abord comprendre l'intention. Est-ce que j'ai besoin d'aller... est-ce que c'est une recherche pour long terme ou est-ce que c'est un besoin immédiat? Et dans ce cas-là, ce n'est pas du tout la même façon d'aborder en fait une conversation. Super, très clair. Siddhartha, tu nous as parlé un peu des applications WhatsApp qu'on a vues tout à l'heure. Peut-être quelque chose à rajouter là-dessus Alors, j'avais une question pour toi là-dessus. Tu nous expliquais comment l'IA répondait aux questions des clients. Est-ce qu'on arrive à évaluer si elle répond bien et comment on mesure à quel point la réponse est pertinente? Oui, je vais rajouter un certain nombre de choses. Déjà le scale de ce système agentique dans WhatsApp, donc ça fait presque 3 ans, ou 2 ans, en 2024 on a lancé. Aujourd'hui, il est live dans 18 pays, y compris en Chine, mais pas WhatsApp, mais dans WeChat. Mais c'est grosso modo le même système derrière. Je vous ai parlé d'un tiers des sollicitations clients viennent sur WhatsApp. Et du coup, sur ces un tiers, il y a 48% de toutes les conversations sont gérées en full autonomie par le système agentique. Okay? Et maintenant, on a décidé, parce qu'en tant que Club Med, on ne peut pas aller juste vers l'automatisation, et c'est valable sur l'autre sujet aussi. Donc l'automatisation est important, mais pour répondre à un besoin de client. Donc besoin de client, rapidité de réponse et une information granulaire, pertinente, où l'humain n'a pas de valeur ajoutée. Donc maintenant, on a pivoté un petit peu la stratégie et on ne va pas essayer d'augmenter le taux d'automatisation ou l'autonomie de ces agents. Et maintenant, on commence à augmenter encore le taux de satisfaction qui est à 70%, qui est un très bon taux de satisfaction ISO avec l'humain. Il y a une opportunité maintenant de travailler encore la satisfaction client parce que c'est ça la marque du Club Med. Que les clients soient heureux, contents et satisfaits et soient facilités avec un système efficace. Pour répondre à ta question, comment on vérifie que les réponses sont bonnes? Donc, il n'y a pas de solution magique. Et on voulait être early adopter, pionnier en fait sur ce sujet. C'est pour ça qu'on a commencé à prototyper dès 2023. À l'époque, c'était dans ChatGPT, il n'y avait que GPT-3, même pas 3.5. On a commencé à travailler avec Anthropic à l'époque, Claude, aujourd'hui qui prend beaucoup d'ampleur. Parce qu'à l'époque, il proposait c'était le plus performante en début 2023. Au début, quand on a démarré, c'était vraiment très très compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'hallucinations, il répondait mal. Donc, en première étape, on n'a pas lancé en externe. Auprès de clients, on a lancé auprès
des agents internes, et on itérait énormément avec ces agents. Mais les agents n'étaient pas totalement satisfaits parce qu'ils connaissaient bien le produit, ils cherchaient plus en plus d'informations, et parfois, comme vous le savez, dans les boîtes, on a beaucoup de difficultés sur le data management. Il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas centralisées, notamment prix, promo, et j'imagine chez Accor aussi, confrontés sans data, pas d'IA. Mais bon, quand on a eu l'opportunité, on a lancé, mais pendant les 3 mois, 6 mois, c'était quelque chose extrêmement contrôlé, c'est-à-dire que tous les jours, on avait des gens qui ont été missionnés pour lire ensemble des questions, les réponses, et ensuite noter ces réponses sur 3 critères. Est-ce que les réponses étaient parfaites? Est-ce que les réponses étaient bien, mais partielles? C'est-à-dire que ça a été, mais on pouvait être encore meilleur. Et le troisième, est-ce que les réponses étaient fausses? Mais depuis le début, le taux des réponses faux était presque 1%, 1% entre 2 et 1%. Donc, très vite, on a contrôlé, en fait, comment contrôler totalement les hallucinations. Okay? Et ensuite, chaque fois, avec ces feedbacks humains, on travaillait sur le prompt engineering et optimisation des agents derrière pour que les réponses soient mieux en mieux. Et dans les réponses, ce n'est pas que l'information. Et c'est là le lien avec la marque. C'est-à-dire qu'on a aussi un tone of voice, une façon de parler, les mots qu'on a le droit à utiliser, pas droit à utiliser. Et le plus compliqué que ça change pour les pays. Parce que tous les pays n'ont pas la même culture, même spécificité de clients, mais aussi culture. Donc je dirais, en fait, c'est pour ça que je suis très fier qu'aujourd'hui, on a déployé ça dans 18 pays. 18 pays, ça veut dire que 18 cultures différentes, presque 18 langues différentes. Certains pays qui ont même langue. Et c'est pour ça qu'on a aussi pris du temps, en fait, 24 mois ou plus de 24 mois, pour vraiment travailler pays par pays, adapter, mesurer les performances et ensuite scaler plus. Juste pour ajouter là-dessus, je suis complètement d'accord sur la complexité. Rajoutez ça fois 50 marques et vous comprenez la complexité à mesurer. Nous, on a fait à peu près la même chose, mais juste je veux différencier. Il y a différentes mesures de la performance pour moi. Il y a déjà, est-ce que la réponse m'aide ou pas? Est-ce qu'elle est correcte dans le sens tonalité? Est-ce qu'elle correspond à notre marque, à notre identité de marque? Et ensuite, est-ce qu'elle est juste? Et en fait, juste, c'est assez dur à mesurer, en fait. Parce que, pour moi, les 2 premières peuvent être automatisées facilement. En fait, maintenant, en prenant des LLM as a judge, on peut... parce qu'en fait, le problème, pardon, j'aurais dû dire avant, mais le plus gros problème, c'est pas quand on est en chambre. Quand on est en chambre, c'est assez facile parce qu'on a un volume limité, on contrôle ce volume, on sait les questions qu'on veut poser, on mesure. Mais c'est dès qu'on le met entre les mains de clients où là, les volumes explosent. Et donc, mesurer la performance sur ce volume qui grandit est hyper dur. Et donc, pour moi, les 2 premiers peuvent s'automatiser en expliquant comment ça marche. Mais après, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est les 3 meilleurs hôtels qui m'ont été proposés par rapport à la demande? C'est impossible à faire de manière automatique. Si vous arrivez à le faire de manière automatique, c'est que votre juge est meilleur que votre système, donc mettez-le en tant que système. Donc en fait, c'est là où l'humain est hyper important. Et donc en fait, on utilise une combinaison d'humain et d'automatique dans ce moment-là. On va faire un premier filtre avec l'automatique en disant j'ai une question, et après on pourra mettre l'humain. Mais c'est hyper complexe à mesurer, et donc nous, on aura toujours des humains qui seront là pour aller refaire de la vérification. Il faut juste les mettre sur des endroits où on a une vraie question et où on pense que la machine n'est pas encore capable de mesurer. Ouais, non, on voit effectivement que c'est encore ce couple humain-IA qui permet le meilleur service et les meilleures performances. Je vais vous passer, ça je vais passer. Il y a 2 choses que je voulais vous montrer qui sont intéressantes avec l'IA aussi, et notamment dans tout ce qui est publicité et communication, c'est la création de contenu avec l'IA. Là, c'est un exemple d'une campagne qu'on avait fait avec SNCF, Ouigo, pour créer du contenu qui est clairement du contenu IA. Hein. C'était l'ouverture de la ligne Paris-Biarritz avec le train qui surfe sur la vague et qui arrive sur la plage de Biarritz. Ce qui est intéressant à voir là-dessus, c'est que ça marche. Déjà, en termes de performance de cette campagne de marque, les performances étaient très bonnes. Et la question qu'on se pose souvent, mais c'est comment va être perçu? On fait du contenu avec l'IA, quelle est la perception positive, négative des audiences là-dessus?
Sans surprise, ça a généré beaucoup de réactions, diverses et variées, mais ce qui est intéressant, et c'est normal, et là le parti il était assumé de dire on fait de la création IA, et voilà, on joue avec ça, mais c'est intéressant de voir que la performance de marque est vraiment là derrière, et c'est évidemment ce qu'on recherche. Le deuxième exemple qu'on voulait montrer, c'est l'utilisation des lunettes Ray-Ban Meta IA pour donc ça c'est Disneyland, deux types d'usages. À gauche, c'est à droite, en fait, c'est une expérience dans le parc. On va pouvoir poser aux lunettes tout type de questions sur ce qu'on voit. Donc la jeune femme demande cette attraction, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, est-ce que mon fils de 4 ans peut y accéder? Elle aperçoit un petit porte-clés Disney, elle dit où est-ce que je peux acheter ça? Les lunettes vont lui répondre, va à la boutique, c'est à droite, à gauche, à 200 mètres. Elle va proactivement, les lunettes vont lui dire ah là tu as marqué un intérêt pour telle attraction, il n'y a pas beaucoup de queue actuellement, je te conseille d'y aller maintenant, etc., etc. Donc c'est une façon d'offrir une expérience augmentée et notamment dans tout ce qui est hospitalité, food, d'avoir quelqu'un qui va vous guider dans un resort Club Med, dans un hôtel Accor, et d'augmenter l'expérience qu'on propose. Et puis ce qu'on voyait à gauche, c'est plus de la production de contenu très immersif qui va être aussi utilisé dans tout ce qui est publicité. Dernier point et pas le moindre, l'agentique. Donc on en parle beaucoup, peut-être des fois trop. Concrètement, quelle est votre vision sur l'agentique? Est-ce que vous l'utilisez déjà et qu'est-ce que vous prévoyez d'en faire dans les mois à venir? Siddhartha, tu peux commencer, oui, ou l'autre. Donc, en fait, sur l'agentique, il y a un changement qui est très profond, c'est que versus la transformation digitale qu'on a vécue depuis 20 ans maintenant, qu'un agent, il fait des tâches, ce ne sont pas des outils en fait, il y a un certain nombre d'autonomies versus les outils digitaux. On utilise des outils pour nous aider en fait à faire des tâches. Donc ça veut dire quoi? Et Nicolas avait parlé de ça. Ça veut dire qu'il faut les considérer comme des collègues digitaux et il faut les comprendre évidemment, mais aussi savoir comment travailler, comment collaborer. Cela demande évidemment une réflexion pour réimaginer la façon qu'on opère l'entreprise. Quand je dis opère l'entreprise, comment on opère chaque métier, chaque département, chaque fonction et quel est le rôle des agents. Donc chez nous, on l'appelle une organisation AI, c'est-à-dire que dans chaque département, il faut mettre des agents et il faut aussi avoir des experts. Donc par exemple, il y a un rôle qu'on a créé d'un expert chez nous qui s'appelle Process Designer. Et Process Designer, c'est quoi? Process Designer, c'est quelqu'un de métier, en fait, un financier, un juriste ou un commercial qui est un expert des process métiers. Et ces gens-là, on leur demande, on les responsabilise pour réimaginer le processus de demain, c'est-à-dire la façon de travailler de l'avenir. Et ensuite, imaginer le rôle des agents. Et ensuite, en centrale, on a évidemment un centre d'expertise, des experts en IA qui travaillent avec eux ensuite pour transformer ces processus. Okay? Donc ça, on a lancé à l'échelle monde. On se dote de 25 process designers aujourd'hui dans chaque métier, sur tous les métiers. Et avec ces gens-là, on fait 3 choses. Première chose, on leur demande de mapper leur processus bout en bout, notamment les processus qui sont lents, qui sont coûteux, qui sont chronophages, qui sont avec peu de valeur ajoutée pour eux-mêmes. Et ensuite, en numéro 2, on travaille avec eux, évidemment avec le leadership de l'entreprise, parce que s'il n'y a pas un sponsorship de leadership, on ne pourra pas changer des processus. Il y a des résistances, il y a des complexités, goulot d'étranglement. Et ensuite, on imagine avec eux comment ce process, bout en bout, devrait fonctionner demain, quelle efficacité qu'on peut chercher, comment on peut le rendre plus intéressant, qui crée plus de satisfaction pour le client, pour les collaborateurs. Et ensuite, une fois on a fait ça, on a imaginé, en 3e étape, on commence à l'implémenter. Donc, ce programme a été lancé il y a 6 mois. Et en 6 mois, il y a environ 17 processus qui ont été identifiés à l'échelle du groupe. Et sur ces 17, il y a 12 des processus qu'on sait aujourd'hui comment redesigner. Et c'est en cours d'être redesigné. Et c'est vraiment la vision en fait pour le demain, d'éviter une approche qui soit top-down, c'est-à-dire en top.
à niveau leadership, il faut proposer une vision, il faut aussi proposer une visibilité à l'échelle du groupe, quels sont les plus gros processus, où on peut aller chercher plus d'efficacité au service des collaborateurs, au service des clients. Mais ensuite, il faut vraiment le rendre bottom-up, où des gens se sont responsabilisés, qui apprennent des choses, qu'ils se préparent aussi pour leur métier de demain. Donc voilà, donc aujourd'hui... Tu citais 12 processus qui sont passés dans cette moulinette. Est-ce que tu peux donner un exemple d'un processus Oui, je peux vous donner un processus qui est très lié avec le cœur du business. C'est le processus de géo. Processus de recrutement et ensuite gestion et ensuite l'affectation de ces géos, parce qu'on est aussi dans un business qui est saisonnal, donc il faut affecter nos géos une fois le resort est fermé. Et ça demande d'affecter des géos d'un continent à l'autre. Et du coup, on parle ici de 35 000 affectations par an. Un processus qui était très manuel depuis 20 ans. Et on imaginait toujours de pouvoir gagner en efficacité. Donc là, aujourd'hui, c'est pas un agent, mais c'est un système machine learning qui est basé sur les algos de matching, qui s'appelle Maria Stable, qui aide en fait à affecter de manière automatique, mais toujours avec l'humain, avec les HR business partners dans la boucle. Et ensuite, ça c'est l'affectation, mais en amont, il faut aussi recruter ces géos. Donc Club Med reçoit presque 150 000 CV tous les ans, parce que des gens, ils adorent devenir des géos, ils postulent, des étudiants, des experts d'hospitalité. Et à la fin, on doit embaucher 2000, 3000 géos par an, des nouveaux géos. Donc c'est compliqué à lire autant de CV. Et ensuite, il y a plein d'étapes, soit onboarding, soit évaluation, il y a plein de choses. Donc, on est en train de travailler, par exemple, sur le process design, comment mettre des agents qui travaillent en collaboration avec des HR business partners pour les libérer du temps avec une automatisation partielle ou complète. Mais on est aussi très conscient des aspects éthiques. Et du coup, on travaille ces sujets dans notre comité d'éthique avec le professeur Jean-Gabriel Ganassia, qui est professeur d'université de Sorbonne Université, pardon. On essaie vraiment avec nos partenaires aussi, comme Microsoft, qui nous aident énormément. On a fait un hackathon la semaine dernière sur ces sujets, mais sur d'autres sujets. Donc, ça, c'est un exemple RH. Mais après, il y a des sujets de finance, par exemple, facturation. Aujourd'hui, les collaborateurs passent énormément de temps à traiter des factures, à vérifier des factures. Il y a des inefficacités. Un temps énorme passé. On a un centre de dépenses de plus d'1 milliard d'euros sur les FNB, sur tous ces sujets. Donc, il y a une gestion des fournisseurs. Donc, on est en train d'étudier aussi, parce que les agents peuvent être très compétents à lire ces factures, à corriger, à identifier des erreurs et ensuite automatiser une partie pour réallouer ce temps sur les réflexions relationnelles avec les fournisseurs, pour améliorer notre process d'achat, procurement et aussi gagner du temps. Je peux te citer vraiment beaucoup. Je vais donner un exemple très simple, très intéressant. Un dernier. Dernier exemple. Tu travailles chez Air France, donc ça va te plaire. Hein? Pardon, ça va te plaire. C'est quand il y a des retards de vol, okay? Ça change le planning des clients. Aujourd'hui, quand Air France déclare qu'on a un vol qui a du retard, derrière, il y a beaucoup de mobilisation pour informer les chefs de village, les équipes de planning, les clients. Donc là, encore une fois, une couche d'agents en fait qui va écouter, qui va suivre en fait ces horaires de vol, et ensuite en automatique informer toutes les parties prenantes. Super. Donc après le gentil membre et le gentil organisateur, le gentil agent qui va améliorer l'expérience chez Club Med. Nicolas, on peut prendre un peu plus de temps que ce que dit le chrono. Quelle utilisation de l'agentique chez Accor aujourd'hui? On est à peu près dans la même période, je dirais un tout petit peu plus jeune sur le sujet que Club Med, mais on est en plein process de redesign, donc je vais pas répéter, redesign de process, pardon. Donc je vais pas répéter ce que tu as dit, Sid. Je pense qu'il y a deux trucs sur lesquels on a investi tôt, et c'est quand même de l'agentique. D'une, c'est tout ce qui est le process de développement de produits. Donc tout ce qui est le process development lifecycle, product development lifecycle, donc nos devs. En fait, ça fait longtemps qu'on travaille avec eux sur les solutions d'IA pour accélérer le développement, mais en fait, on essaye de le prendre pas simplement que sur la partie dev, parce que sinon on manque l'ensemble de la chaîne, mais on regarde vraiment à l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis un designer qui peut en fait maintenant faire un prototype qui ressemble à quelque chose de vraiment fonctionnel jusqu'à la partie QA et les tests d'incidents. Tu as parlé de marketing. Pour moi, la fonction marketing est une des fonctions qui va être les plus transformées dans la prochaine année.
parce que la production, la capacité de production et d'individualisation du contenu d'un point de vue marketing est un game changer quand on veut avoir une bonne communication. Donc si on a les bons process, la bonne tonalité, en fait, il y a un truc dont on n'a pas parlé mais qui est clé, c'est que tout ça c'est possible que si le knowledge il est quelque part et la data elle est accessible. Donc le premier chose qu'on doit faire et qui est un vrai problème pour tout le monde, c'est de savoir où est la donnée. Est-ce qu'elle est bonne? Et ensuite, est-ce qu'on a le bon knowledge? Et knowledge, c'est pas que la donnée, c'est tous vos process. Est-ce que les process sont écrits? Est-ce qu'ils sont facilement interprétables? Et en fait, c'est pas si facile que ça parce qu'il y a beaucoup de connaissances dans la tête des gens, dans les emails, dans des échanges Teams. C'est l'enfer à aller chercher. Mais une fois que ça, c'est fait, on a une capacité à vraiment changer des process entièrement. Je pense que marketing en est un. Et après, on continue sur les fonctions un peu plus régaliennes parce qu'il y a aussi des opportunités. Mais le dernier point dont tu as parlé qui est hyper important, c'est qu'il y a un vrai besoin de repenser le contrat social. Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on est en train de faire sur les métiers? C'est quoi le futur des métiers dans le marketing, dans le développement, dans le RH? C'est quoi le futur des métiers dans les hôtels? Et donc, en fait, on prend aussi, nous, pas mal de temps d'abord à écrire ça. Comment est-ce que les métiers vont changer? Comment on accompagne ce changement de métier? Ça veut dire, qu'est-ce que ça change dans le recrutement? Qu'est-ce que ça change dans la formation? Qu'est-ce que ça change dans les évaluations? Et accompagner l'ensemble de ce changement. Et moi, je pense il y a pas mal de choses qui montrent. En fait, la tech, c'est 20% du problème. 80%, c'est la transformation. Et donc, nous, on essaye de passer un peu plus de temps, malgré le fait que j'adore la tech, mais c'est vraiment de se focaliser aussi sur comment est-ce qu'on fait cette transformation qui est les 80% du travail. Et je vais juste compléter, tu as tout à fait raison. L'IA, ce n'est pas un sujet tech, c'est un sujet humain. Voilà. Je pense que c'est une belle conclusion. Je vais conclure beaucoup moins bien que Siddhartha, mais je voulais aussi vous annoncer le lancement par Meta cette semaine, la semaine dernière, d'un nouveau modèle qui s'appelle MuseSpark, qui est déjà disponible dans l'application Meta AI. Et ce qui est intéressant, et je pense que c'est toute l'évolution qu'on a vue avec vous, c'est l'intégration de l'agentique maintenant dans les modèles B2C. Donc typiquement sur MuseSpark, vous pouvez faire de l'agentique, lui donner toute une liste de tâches complexes et successives à effectuer. Vous pouvez, là je me suis amusé à préparer mon voyage en lui demandant « crée-moi un petit site qui me permet de découvrir Rio, les différentes choses à voir et évidemment les offres d'hébergement Accor et Club Med à Rio ». Et voilà, en quelques minutes, il va vous créer un site pour faire tout ça. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui à disposition de tous, de tout le secteur de l'hospitalité, que ce soit les grands groupes comme Accor ou Club Med ou les hôteliers indépendants qui peuvent aujourd'hui utiliser ça. Donc voilà, et je pense que je reprendrai ta conclusion, ça restera toujours 80% d'humain et 20% de tech. Merci Julien. Merci à tous. Je ne sais pas si on a le temps de prendre beaucoup. une ou deux questions de la salle. Non, oui. C'est vrai. Bon, je tente, je fais le pirate, je prends la question quand même. Vas-y. En fait, quand vous êtes Accor ou Club Med et que vous faites face aux clients qui, eux, ont des besoins de données de plus en plus importants, comment est-ce que vous faites face à ce défi, en fait? C'est-à-dire que vous avez des clients qui, tout d'un coup, peuvent demander tout et n'importe quoi. Et comment vous faites, enfin, quel est votre plan, en tout cas, pour continuer d'accompagner disons, les clients dans ce qu'ils veulent savoir sur vos hôtels, sachant que ça devient de plus en plus détaillé? Déjà, la première chose, c'est d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent. Et c'est ce que on disait tout à l'heure sur mesurer la performance ou mesurer ce qui se passe en live. En fait, ces comportements-là, ils sont nouveaux. Donc, on fait des hypothèses sur ce dont ils ont besoin. On met à disposition et on écoute en permanence de manière anonymisée. Je vous rassure, on n'est pas en train de vous écouter. Mais on essaie de capter ces signaux et en fait, après, c'est juste une question de quel type de données mettre en place. Moi, je pense que c'est moins une question de données. Par exemple, pour nous, je pense que le plus gros challenge, au contraire de la donnée bien spécifique, alors oui, ils vont avoir des données bien spécifiques, mais c'est comprendre une intention qui est un peu plus vague. Quand quelqu'un dit « je veux un hôtel romantique dans le sud », en fait, c'est quelque chose qu'on n'a jamais marqué dans nos systèmes.
Okay, on n'a pas dit, tiens, tel hôtel, on définit qu'il est romantique et celui-là, il ne l'est pas. Donc en fait, il y a adapter nos systèmes à tout ce qui est sémantique et comprendre après comment utiliser les informations qu'on a pour pouvoir répondre. Et c'est intéressant de voir aussi comment les modèles s'adaptent. C'est-à-dire que quand on fait notre app Accor sur ChatGPT, c'est ChatGPT qui définit comment il appelle nos systèmes. Et ben pour hôtel romantique, il va décider que c'est un hôtel avec un spa et avec, je ne sais plus, un restaurant et un autre truc. Mais c'est lui qui va définir ça. Nous, on va le définir de notre façon. Et en fait, c'est ça, s'adapter beaucoup. C'est plus ça pour moi que véritablement la donnée, puisqu'il y a beaucoup de données qu'on a, en fait, et c'est juste les mettre en place, mais c'est plus faire sens de cette donnée dans des contextes qui sont beaucoup plus larges et un peu moins précis, en fait, dans la demande au tout début. Et après, on peut rentrer dans le détail. Merci. On prend une dernière question rapidement, s'il y en a une. Merci d'abord pour le partage et je m'intéresse surtout pour le niveau d'organisation parce que par exemple pour RH, il y a RH manager, il y a RH encore haut niveau, VP, etc. Et pour l'agent, comment on peut catégoriser ou séparer un peu entre les fonctions? Parce que derrière, il y a, j'imagine, il y a une pensée quand même stratégique d'un plus haut niveau, comme vous avez mentionné, la vision de haut niveau de leadership. Voilà. Tu veux la prendre ? Je vais voir si je l'ai compris. En fait, c'est comment on adapte nos process par rapport aux différents niveaux ou c'est comment on intègre les différentes personnes dans ce changement ? Oui, et surtout pour par exemple, plus vertical dans le sens organisation. Parce qu'il y a différents niveaux de management. Et pour l'agent LIA, je ne sais pas comment vous pouvez intégrer dans ce process où c'est plus horizontal. Est-ce que c'est bien compris ? Je vais essayer une réponse. En fait, pour moi, si vous parlez de niveau hiérarchique, les agents ils vont s'adapter au niveau. On peut donner des règles selon avec qui ils interagissent et quel type de process ils vont gérer. Mais après, comment est-ce que les différents niveaux interagissent avec les agents ? Je ne suis pas sûr de comprendre la fin de la question. Désolé. Ok, oui, c'est vrai. Merci. Dépasser le timing. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. Merci Siddhartha et Nicolas, c'était passionnant. On aurait pu merci Julien pour l'animation. Et donc, hâte de faire une prochaine table ronde pour voir dans 6 mois où est-ce qu'on en est.